D'imaginer un monde où un seul homme, en 37 années d'existence, a créé tant de beauté que son nom est devenu synonyme d'harmonie. Un monde où un jeune homme sans éducation supérieure a surpassé des maîtres ayant étudié pendant des décennies. Un monde où chaque tableau devenait une révélation, chaque fresque un manifeste d'une ère nouvelle. Comment est-ce possible? Pourquoi Raphaël Sanzio, mort le jour de son 37e anniversaire, a-t-il laissé une trace que 5 siècles n'ont pu effacer? Qu'est-ce qui a permis à un garçon provincial d'Urbino d'éclipser les grands Florentins et de devenir le favori des papes romains? Pourquoi ces madones sont-elles encore considérées comme l'étalon de la tendresse maternelle et ces fresques au Vatican comme le sommet du génie humain? Est-il vraiment possible d'accomplir en une vie si courte ce que d'autres n'arrivent pas à réaliser en 80 ans? L'histoire de Raphaël ne commence pas avec sa naissance, mais bien avant, à une époque où l'Italie se déchirait en morceaux tout en enfantant des génies avec une générosité stupéfiante. Le XVe siècle s'achevait dans le fracas des guerres, dans l'éclat de l'or et dans la fureur des ambitions princières. Les cités-États italiennes se battaient entre elles avec une férocité qui n'avait d'égal que leur passion pour l'art. Florence brillait sous le règne des Médicis. Venise contrôlait les routes commerciales vers l'Orient. Milan imposait sa puissance militaire et Rome rêvait de retrouver sa gloire antique sous l'autorité des papes. Dans ce chaos magnifique, dans cette confusion organisée, les artistes circulaient comme des ambassadeurs d'un royaume invisible, portant avec eux des secrets qui transformeraient à jamais la vision humaine. C'était un monde où l'on croyait encore que la beauté pouvait sauver l'âme, où les princes dépensaient des fortunes pour une fresque, où un tableau commandé pouvait provoquer des jalousies mortelles. Les ateliers sentaient l'huile de lin, la térébenthine, le pigment fraîchement broyé et la poussière de marbre. Les apprentis passaient leur journée à préparer les panneaux de bois, à moudre les couleurs précieuses, à tracer les premières esquisses sous l'œil vigilant du maître. L'art n'était pas encore devenu une industrie, mais il n'était plus un simple artisanat. Quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose que les contemporains appelaient la Rinascita, la Renaissance, comme si l'humanité se réveillait d'un long sommeil pour redécouvrir sa propre grandeur. Mais avant que Raphaël n'apparaisse sur cette scène tumultueuse, il fallait qu'Urbino existe. Et Urbino n'était pas une ville ordinaire. Perchée sur les collines des Marches, cette cité fortifiée était devenue, sous le règne de Frédéric de Montefeltro, l'un des centres culturels les plus raffinés d'Italie. Frédéric n'était pas seulement un condottiere redoutable, un chef de guerre que les princes italiens s'arrachaient pour commander leurs armées. C'était aussi un humaniste éclairé, un collectionneur passionné, un mécène généreux qui avait fait venir à Urbino les meilleurs artistes, les plus grands architectes, les humanistes les plus brillants. Il avait transformé le palais ducal en un joyau architectural, une synthèse parfaite entre la forteresse médiévale et le palais Renaissance. Les salles s'ornaient de fresques délicates, la bibliothèque contenait des manuscrits précieux, et dans les couloirs résonnaient des discussions sur Platon, Aristote, Vitruve et les secrets de la perspective. Dans ce milieu raffiné naquit, le 6 avril 1483, un garçon que ses parents nommèrent Raffaello. Son père, Giovanni Santi, était peintre et poète à la cour d'Urbino. Ce n'était pas un génie, loin de là, mais c'était un homme cultivé, un artisan compétent qui connaissait les ficelles du métier et qui, surtout, comprenait l'importance de l'éducation humaniste. Giovanni avait écrit une chronique rimée de la cour d'Urbino, un long poème où il célébrait les vertus de Frédéric de Montefeltro et où il mentionnait avec admiration les grands peintres de son temps. Il savait reconnaître le génie chez les autres, même s'il ne le possédait pas lui-même.
Cette lucidité allait être déterminante pour son fils. La mère de Raphaël, Magia di Battista Ciarla, mourut quand l'enfant avait 8 ans. Giovanni se remaria rapidement, comme c'était l'usage à l'époque où les familles ne pouvaient se permettre de rester longtemps sans maîtresse de maison. Mais 3 ans plus tard, en 1494, Giovanni mourut à son tour, laissant Raphaël orphelin à 11 ans. Ces événements, qui auraient pu briser un enfant ordinaire, semblent avoir forgé chez Raphaël une détermination tranquille, une capacité à absorber les chocs et à continuer d'avancer. Déjà, à cet âge, il dessinait avec une aisance qui étonnait les visiteurs de l'atelier paternel. Déjà, ses traits révélaient cette grâce naturelle qui deviendrait sa signature. Mais qu'est-ce que cela signifiait, être orphelin à 11 ans dans l'Italie de la fin du XVe siècle? Cela signifiait qu'il fallait trouver rapidement un protecteur, un maître, quelqu'un qui accepterait de continuer la formation commencée par le père. Pour Raphaël, ce fut d'abord son oncle, puis très vite, selon la tradition la plus répandue, ce fut Pietro Perugino, l'un des peintres les plus célèbres de son temps. Perugino dirigeait un atelier florissant à Pérouse, une ville voisine d'Urbino, et il était constamment sollicité pour des commandes prestigieuses à travers toute l'Italie. Son style se caractérisait par une douceur presque liquide, des compositions équilibrées, des paysages sereins qui s'étendaient à l'infini derrière ses personnages. Il avait participé à la décoration de la chapelle Sixtine à Rome, peignant des fresques aux côtés de Botticelli, d'Ghirlandaio et d'autres maîtres toscans. Dans l'atelier de Perugino, le jeune Raphaël apprit les bases du métier selon la méthode traditionnelle. Il broyait les pigments, préparait les panneaux, traçait les cartonnes, ces dessins préparatoires grandeur nature qui servaient à transférer la composition sur le mur ou sur le panneau. Il observait comment le maître construisait ses compositions, comment il distribuait les figures dans l'espace, comment il créait cette impression d'harmonie paisible qui faisait la renommée de Perugino. Mais très vite, l'élève commença à dépasser le maître. Non pas en le rejetant, mais en assimilant son enseignement avec une rapidité qui tenait du prodige. À 15 ans, Raphaël peignait déjà des œuvres qu'on aurait pu attribuer à Perugino lui-même. À 17 ans, il créait des compositions que Perugino n'aurait jamais imaginées. Comment expliquer cette précocité extraordinaire? Certains parlent de talent inné, d'autres de travail acharné. La vérité se situe probablement dans une combinaison des deux. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus mystérieux. Raphaël possédait une capacité unique à absorber les influences sans perdre sa propre identité. Il regardait les œuvres de Perugino et en extrayait l'essence. Puis il regardait celles de Léonard de Vinci et découvrait le sfumato, cette technique subtile qui estompe les contours et crée une atmosphère de mystère. Il étudiait les sculptures de Michel-Ange et comprenait la puissance du corps humain, la tension des muscles, l'expressivité des poses. Mais au lieu de se laisser écraser par ces géants, il transformait chaque leçon en quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui était propre. Les premières œuvres indépendantes de Raphaël datent de cette période péruginesque, entre 1499 et 1504. Ce sont des retables, des madones, des portraits, des compositions religieuses destinées aux églises et aux familles nobles des Marches et d'Ombrie. Chacune révèle une maîtrise croissante du métier, mais aussi une sensibilité particulière. Ces madones ne sont pas des icônes hiératiques, figées dans une majesté distante. Ce sont des jeunes femmes douces, presque timides, qui regardent leur enfant avec une tendresse infiniment humaine. Ces saints ne sont pas des héros surhumains, mais des hommes et des femmes touchés par la grâce divine, tout en gardant leur fragilité terrestre.
Il y a dans ses premières peintures une qualité que les critiques ont souvent appelée la grazia, la grâce, un terme difficile à définir, mais immédiatement reconnaissable. C'est un équilibre parfait entre naturel et idéal, entre émotion et retenue, entre simplicité et sophistication. Prenons un exemple concret. Le mariage de la Vierge, peint en 1504 pour une église de Città di Castello. Raphaël avait alors 21 ans. Le tableau représente la scène traditionnelle où le grand prêtre unit Marie et Joseph, entourés de témoins, devant un temple octogonal qui s'élève dans un paysage limpide. La composition reprend ouvertement un modèle de Perugino, peint quelques années plus tôt sur le même thème. Mais là où Perugino créait une image statique, presque rigide, Raphaël insuffle du mouvement, de la vie. Les personnages ne sont plus alignés comme sur une frise. Ils se regroupent naturellement. Leurs gestes créent des liens invisibles. Leurs regards tissent une toile de relations humaines. Le temple à l'arrière-plan, avec sa perfection géométrique, semble flotter dans l'air pur, symbolisant l'idéal céleste qui bénit cette union terrestre. C'est une œuvre de jeunesse, certes, mais c'est déjà l'œuvre d'un maître. Pourquoi Raphaël décida-t-il de quitter Pérouse pour Florence ? La réponse est simple et complexe à la fois. Simple, parce que Florence était le centre incontesté de l'art italien au début du XVIe siècle. Complexe, parce que ce départ représentait un risque considérable. À Florence vivaient et travaillaient Léonard de Vinci et Michel-Ange, deux titans qui écrasaient tous les autres artistes par leur génie. Léonard, déjà âgé de plus de 50 ans, était une légende vivante dont les recherches scientifiques et artistiques fascinaient et intimidaient ses contemporains. Michel-Ange, plus jeune mais déjà célèbre pour son David colossal et ses sculptures prodigieuses, était un caractère ombrageux, jaloux de sa réputation, prompt à voir des rivaux partout. Se mesurer à ces géants demandait une confiance en soi extraordinaire ou une innocence totale. Raphaël possédait probablement les deux. Il arriva à Florence en 1504, muni d'une lettre de recommandation de Giovanna Feltria della Rovere, sœur du duc d'Urbino, adressée au gonfalonier de Florence, Pierre Soderini. Cette lettre, qui a été conservée, décrit Raphaël comme un jeune homme de grand talent qui vient à Florence pour apprendre et progresser dans son art. Le ton est modeste, presque humble, mais la recommandation d'une telle personnalité ouvrait immédiatement les portes des ateliers et des palais florentins. Florence n'était plus gouvernée par les Médicis, qui avaient été chassés en 1494 après la mort de Laurent le Magnifique et la prédication enflammée du moine Savonarole. La République avait été restaurée, mais l'atmosphère restait électrique, traversée de tensions politiques et de rivalités artistiques. Ce que Raphaël découvrit à Florence dépassa tout ce qu'il avait connu à Urbino ou à Pérouse. Ici, l'art n'était pas simplement un métier ou une tradition, c'était une obsession collective, un champ de bataille où les artistes se mesuraient publiquement, où chaque nouvelle œuvre provoquait des débats passionnés. Léonard et Michel-Ange avaient reçu des commandes rivales pour décorer la salle du Grand Conseil au Palazzo Vecchio avec deux fresques monumentales représentant des batailles. Léonard travaillait sur la bataille d'Anghiari, Michel-Ange sur la bataille de Kashkina. Les cartons préparatoires, ces dessins grandeur nature, étaient exposés et attiraient des foules d'artistes, d'étudiants, de curieux, qui venaient les étudier comme s'il s'agissait de textes sacrés. Raphaël passa des heures devant ces cartons, absorbant les leçons de dynamisme, de mouvement, d'anatomie, que les deux maîtres inscrivaient dans leur composition. Mais Florence offrait aussi autre chose, une tradition de portraits inégalée en Italie. Les Florentins aimaient se faire représenter,
et ils exigeaient que le peintre saisisse non seulement leur apparence physique, mais aussi leur caractère, leur statut social, leur personnalité. Raphaël comprit rapidement que le portrait était un genre majeur, et il s'y consacra avec l'intelligence d'adaptation qui le caractérisait. Ses portraits florentins, comme celui d'Angelo Doni et de sa femme Maddalena Strozzi, peints vers 1506, révèlent une observation aiguë de la psychologie humaine. Angelo Doni était un riche marchand florentin, amateur d'art, qui avait commandé à Michel-Ange le célèbre Tondo Doni. Raphaël le représente en buste, légèrement tourné, avec un regard direct et intelligent. Ce n'est pas un portrait flatteur au sens superficiel du terme. C'est un portrait vrai, qui capte l'assurance tranquille d'un homme qui connaît sa valeur et sa place dans la société. Pendant ces années florentines, entre 1504 et 1508, Raphaël produisit une série extraordinaire de madones qui allaient définir pour les siècles à venir l'image même de la maternité divine. La Madone du Grand-Duc, la Belle Jardinière, la Madone au Chardonneret, la Madone Bridgewater, chacune explore une variation subtile sur le même thème. Une jeune femme tenant son enfant dans un paysage idyllique. Mais quelle diversité dans ces variations, quelle richesse de sentiments et de composition. Raphaël ne se répète jamais. Chaque Madone possède sa propre atmosphère, sa propre relation entre la mère et l'enfant, son propre équilibre entre le sacré et l'humain. La Belle Jardinière, par exemple, peinte en 1508, montre Marie assise dans une prairie, tenant l'enfant Jésus qui étreint le petit saint Jean-Baptiste. La composition forme une pyramide parfaite, principe de stabilité que Léonard avait théorisé et que Raphaël maîtrise désormais avec une aisance souveraine. Mais cette structure géométrique ne crée pas de rigidité. Au contraire, les trois personnages semblent pris dans un instant de jeu naturel, de tendresse spontanée. Comment Raphaël réussissait-il à infuser tant de naturel dans des compositions si savamment calculées ? C'est là tout le mystère de son art, cette capacité à dissimuler l'effort, à rendre invisible la technique, à créer une impression de facilité, alors que chaque détail était le fruit d'une réflexion minutieuse. Ces carnets de dessin, qui ont partiellement survécu, montrent qu'il n'arrivait pas immédiatement à la solution finale. Il dessinait et redessinait la même pose, le même geste, cherchant l'angle exact, la position précise qui donnerait cette impression de grâce naturelle. Vasari, qui a écrit la première grande biographie de Raphaël, raconte que le peintre faisait poser des modèles vivants, des jeunes femmes du quartier, et qu'il les dessinait sous tous les angles avant de commencer à peindre. Mais il ne copiait pas servilement la nature. Il la transfigurait, il en extrayait l'essence idéale, il créait une beauté qui transcendait la réalité tout en restant profondément humaine. Les années florentines furent aussi celles où Raphaël développa son génie de la composition narrative. La déposition de la croix, peinte en 1507 pour Atalanta Baglioni en mémoire de son fils assassiné, marque un tournant dans son art. C'est une œuvre dramatique, violente même, qui rompt avec la sérénité de ses madones. Le corps du Christ mort est porté par des hommes qui peinent sous le poids, tandis que Marie s'évanouit, soutenue par les saintes femmes. Deux groupes, deux mouvements, deux émotions qui s'entrecroisent dans une composition d'une complexité magistrale. L'influence de Michel-Ange est évidente dans les anatomies puissantes, dans la tension des corps. Mais Raphaël transforme cette puissance en pathos, en émotion humaine. Ce n'est plus seulement un exercice de virtuosité anatomique, c'est un drame vécu, une douleur partagée. Les couleurs elles-mêmes participent à cette intensité émotionnelle. Les rouges profonds, les verts sombres, les chairs livides du Christ créent une harmonie tragique qui saisit le spectateur.
Mais pourquoi Raphaël quitta-t-il Florence alors qu'il était en pleine ascension, alors que les commandes affluaient? La réponse est simple. Rome appelait. En 1508, le pape Jules II, ce pontife guerrier qui rêvait de restaurer la puissance temporelle de l'Église, décida de transformer le Vatican en une vitrine de la gloire papale. Il avait déjà convaincu Michel-Ange de peindre la voûte de la chapelle Sixtine, un travail titanesque que le sculpteur accepta à contre-cœur. Maintenant, il voulait redécorer ses appartements privés, les stanze, avec des fresques qui célébreraient la sagesse, la justice, la théologie et la poésie. Quelqu'un recommanda Raphaël, probablement Bramante, le grand architecte qui était également originaire d'Urbino et qui avait pris le jeune peintre sous sa protection. Jules II aimait prendre des risques. Il aimait les artistes audacieux. Il convoqua Raphaël à Rome. Imaginez ce que représentait, pour un peintre de 25 ans, de recevoir un appel du pape. Rome n'était pas seulement la capitale de la chrétienté, c'était la ville des ruines antiques, des souvenirs de l'Empire, des ambitions démesurées. Les papes de la Renaissance rêvaient de faire de Rome la nouvelle Athènes, la nouvelle Alexandrie, un centre intellectuel et artistique qui éclipserait Florence, Venise, Milan. Jules II incarnait cette ambition mieux que quiconque. C'était un homme d'action, impatient, autoritaire, qui entrait dans des colères terribles, mais qui savait reconnaître le génie. Il avait transformé Michel-Ange en peintre de fresques contre sa volonté. Il allait faire de Raphaël le chef d'orchestre d'un projet décoratif sans précédent. Quand Raphaël arriva à Rome en 1508, il découvrit une ville en plein chantier. Partout on construisait, on démolissait, on excavait. Bramante dirigeait la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, le plus grand projet architectural de l'époque, qui nécessitait la destruction de l'ancienne basilique constantinienne. Les ouvriers découvraient régulièrement des sculptures antiques enfouies depuis des siècles. Le Laocoon avait été retrouvé en 1506 dans une vigne, provoquant l'émerveillement de tous les artistes de Rome. Cette coexistence du passé antique et du présent chrétien, cette fusion du paganisme et du christianisme, allait devenir le thème central des fresques que Raphaël s'apprêtait à peindre. Les stanze se composent de 4 salles qui servaient d'appartements privés au pape. Jules II commença par la chambre de la signature, ainsi nommée parce qu'elle servait à signer les documents officiels. Le programme iconographique était complexe, élaboré probablement par un groupe de théologiens et d'humanistes de la cour papale. Il s'agissait de représenter les 4 domaines de la connaissance humaine: la théologie, la philosophie, la poésie et la jurisprudence. Sur les 4 murs de la salle, Raphaël devait peindre 4 fresques monumentales qui incarneraient ces disciplines. Au plafond, 4 tondis allégoriques représenteraient la théologie, la philosophie, la poésie et la justice. C'était un programme ambitieux, profondément humaniste, qui affirmait que toutes les formes de savoir menaient à la vérité divine. Raphaël commença par la fresque qui représentait la philosophie, celle qu'on appelle aujourd'hui l'école d'Athènes. C'est peut-être l'œuvre la plus célèbre de toute la Renaissance, celle qui incarne le mieux l'esprit de cette époque extraordinaire. Dans un édifice architectural monumental, inspiré des projets de Bramante pour Saint-Pierre, Raphaël rassemble les plus grands philosophes et savants de l'Antiquité. Au centre, sous une double arcade qui crée une profondeur vertigineuse, marchent Platon et Aristote. Platon, vieux sage à la longue barbe blanche, pointe le doigt vers le ciel, symbolisant son monde des idées. Aristote, plus jeune et plus pragmatique, étend la main vers la terre, représentant sa philosophie empirique. Autour d'eux se pressent des dizaines de figures. Socrate discutant avec ses disciples, Pythagore écrivant ses théories mathématiques, Héraclite méditant solitaire,
Euclide traçant des figures géométriques, Ptolémée tenant un globe céleste, Zoroastre un globe terrestre. Mais ce qui rend cette fresque extraordinaire, ce n'est pas seulement son contenu intellectuel, c'est la manière dont Raphaël transforme un programme abstrait en une scène vivante, palpitante d'énergie humaine. Chaque groupe de personnages forme une composition autonome, mais tous s'intègrent dans une harmonie globale qui régit l'ensemble. Les gestes créent des liens invisibles, les regards tissent des connexions, les mouvements guident l'œil du spectateur à travers l'espace. L'architecture elle-même participe à cette dynamique. Les voûtes massives, les coffeurs décorés, les niches profondes créent un espace à la fois réel et idéal. Un temple de la sagesse qui n'a jamais existé, mais qui semble plus vrai que n'importe quel bâtiment réel. Et puis il y a la lumière, cette lumière claire et égale qui baigne toute la scène, qui sculpte les formes sans créer d'ombre dure, qui donne à chaque figure une présence monumentale. Raphaël ne se contenta pas de représenter des philosophes abstraits. Il leur donna les visages de ses contemporains. Platon possède les traits de Léonard de Vinci, hommage au vieux maître que Raphaël admirait profondément. Héraclite, le philosophe mélancolique assis sur les marches, a été peint tardivement, après que Michel-Ange eut dévoilé une partie de la voûte de la Sixtine, et il porte clairement les traits et l'attitude de Michel-Ange lui-même. Dans un coin, à droite, Raphaël s'est représenté lui-même, jeune homme élégant qui regarde directement le spectateur, comme pour signer discrètement son œuvre. Ces portraits transforment une scène philosophique abstraite en une célébration de la communauté intellectuelle de la Renaissance, suggérant que les génies modernes sont les héritiers légitimes des anciens. Face à l'école d'Athènes, sur le mur opposé, Raphaël peignit la dispute du Saint-Sacrement, la fresque qui représente la théologie. Le contraste est délibéré et fascinant. Là où l'école d'Athènes montre l'humanité cherchant la vérité par la raison, la dispute montre la vérité révélée par Dieu. En haut, dans une gloire céleste formée de nuages dorés, siège le Christ entouré de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, avec Dieu le Père au-dessus et la colombe du Saint-Esprit au centre. Autour d'eux flottent les patriarches, les prophètes, les apôtres, les saints, formant une assemblée céleste qui contemple le mystère de l'Eucharistie. En bas, sur terre, des théologiens, des papes, des docteurs de l'Église discutent et méditent devant un autel où repose l'hostie consacrée. Les deux niveaux, céleste et terrestre, sont liés par une axis mundi invisible qui passe par l'hostie, le Christ et Dieu le Père. Cette fresque est peut-être moins immédiatement séduisante que l'école d'Athènes, parce qu'elle traite d'un sujet plus abstrait, plus difficile à représenter. Comment peindre un mystère théologique ? Comment rendre visible l'invisible ? Raphaël résout le problème en créant une composition d'une clarté absolue, où chaque élément occupe sa place logique dans la hiérarchie divine. Les couleurs sont plus riches, plus saturées que dans l'école d'Athènes. Les rouges profonds, les bleus intenses, les ors éclatants créent une atmosphère de splendeur surnaturelle. Mais même ici, dans cette vision céleste, Raphaël maintient une humanité touchante. Les saints ne sont pas des fantômes éthérés, ce sont des individus reconnaissables, avec leurs attributs traditionnels, qui participent activement à la contemplation du mystère. Les deux autres fresques de la chambre de la signature complètent ce programme humaniste. Le Parnasse représente la poésie. Apollon joue de la viole, entouré des 9 muses et des plus grands poètes de l'Antiquité et des temps modernes. Homère, Virgile, Dante, Pétrarque, Sappho. La fresque doit s'adapter à la forme lunaire du mur, interrompue par une fenêtre, mais Raphaël transforme cette contrainte en avantage, créant une composition fluide où les personnages semblent danser au rythme de la musique divine. Les vertus cardinales et théologales avec la justice,
représente la jurisprudence. Les trois vertus théologales trônent en haut, tandis que les trois vertus cardinales les accompagnent, avec des scènes de justice civile et ecclésiastique dans les parties inférieures. Le succès de la Chambre de la Signature fut immédiat et écrasant. Jules II fut tellement impressionné qu'il ordonna la destruction des fresques que d'autres peintres, dont Perugino, le vieux maître de Raphaël, avaient commencé dans les autres salles. Tout devait être confié à Raphaël. C'était un triomphe complet, mais aussi un fardeau énorme. Raphaël allait passer les 12 années suivantes, jusqu'à sa mort, à travailler sur les stanze, tout en acceptant une multitude d'autres commandes. Comment y parvint-il? En organisant un atelier d'une efficacité remarquable, en déléguant de plus en plus l'exécution à ses assistants tout en gardant le contrôle créatif de l'ensemble, en travaillant sans relâche, dormant peu, dessinant constamment. La deuxième salle, la chambre d'Héliodore, fut décorée entre 1511 et 1514. Le programme change radicalement. Il ne s'agit plus de célébrer les connaissances abstraites, mais de glorifier l'intervention divine en faveur de l'Église. Les 4 fresques représentent des épisodes où Dieu protège miraculeusement son Église ou punit ses ennemis. L'expulsion d'Héliodore du temple montre comment un ange cavalier chasse le ministre du roi de Syrie qui tentait de voler le trésor du temple de Jérusalem. La messe de Bolsena commémore le miracle eucharistique de 1263 où une hostie se mit à saigner pour convaincre un prêtre dubitatif. La délivrance de Saint-Pierre montre l'apôtre libéré miraculeusement de prison par un ange. La rencontre de Léon le Grand et d'Attila représente le pape arrêtant les Huns aux portes de Rome par sa seule présence. Ces fresques marquent une évolution importante dans l'art de Raphaël. Elles sont plus dramatiques, plus dynamiques, plus émotionnelles que celles de la Chambre de la Signature. L'expulsion d'Héliodore est particulièrement remarquable. À gauche, dans une pénombre mystérieuse, le grand prêtre prie devant l'autel. Au centre, dans une lumière éclatante, l'ange cavalier surgit comme un éclair, renversant Héliodore et ses complices qui fuient terrorisés. À droite, dans une zone plus claire, Jules II assiste à la scène, porté sur sa chaise à porteur, accompagné de sa cour. Cette intrusion du monde contemporain dans un récit biblique était audacieuse. Raphaël crée ainsi plusieurs niveaux de temporalité. Le passé biblique, le présent papal et une dimension spirituelle intemporelle qui les réunit. Mais en 1513, Jules II mourut. Ce pape terrible, ce guerrier en tiare, ce mécène impétueux qui avait transformé Rome, disparut brutalement, laissant inachevés ses projets titanesques. Michel-Ange venait tout juste de terminer la voûte de la Sixtine. Raphaël travaillait encore sur la chambre d'Héliodore. Que deviendrait Rome sans Jules II? Que deviendraient les artistes qu'il avait convoqués et soutenus? L'inquiétude était légitime. Un nouveau pape pouvait tout changer, tout arrêter, tout détruire même, comme cela s'était produit maintes fois dans l'histoire de l'Église. Le cardinal Giovanni de Médicis fut élu pape sous le nom de Léon X. C'était le fils de Laurent le Magnifique, celui-là même dont le règne à Florence avait incarné l'apogée de la Renaissance. Élevé dans le culte de l'art et de la culture, humaniste raffiné, amateur de musique et de littérature, Léon X représentait un type de pontife radicalement différent de Jules II. Là où Jules était guerrier, Léon était diplomate. Là où Jules était impulsif, Léon était calculateur. Mais tous deux partageaient une même passion pour l'art et une même ambition: faire de Rome le centre du monde civilisé. Léon X confirma immédiatement Raphaël dans ses fonctions et lui confia même de nouvelles responsabilités. Sous Léon X, Raphaël devint bien plus qu'un peintre de fresques. Il devint l'architecte en chef de Saint-Pierre après la mort de Bramante en 1514, superviseur des antiquités romaines chargé de protéger les ruines antiques contre les pilleurs, décorateur des loges du Vatican, concepteur de tapisseries pour la chapelle Sixtine
et même, vers la fin de sa vie, architecte de villas et de palais pour les cardinaux et les banquiers romains. C'était une charge de travail écrasante, impossible à gérer seul. Raphaël dut développer son atelier, recruter des assistants talentueux comme Giulio Romano et Gianfrancesco Peni, organiser le travail comme une véritable entreprise, où il concevait, dessinait, supervisait, mais déléguait de plus en plus l'exécution matérielle. La troisième salle des Stanze, la chambre de l'incendie du bourg, fut décorée entre 1514 et 1517. Le programme glorifiait les actions de deux papes médiévaux nommés Léon, prédécesseurs du pape régnant. L'incendie du bourg raconte comment le pape Léon IV éteignit miraculeusement un incendie qui ravageait le quartier du Borgo, près du Vatican, en 1517, en faisant un simple signe de croix. La composition est spectaculaire, presque théâtrale. À l'arrière-plan, derrière une loggia, on aperçoit le pape bénissant la foule. Au premier plan, des groupes de personnes fuient l'incendie avec des gestes de terreur et de désespoir. Un jeune homme nu porte son vieux père sur ses épaules, clair hommage à Énée sauvant Anchise de Troie en flammes, établissant ainsi un parallèle entre Rome antique et Rome chrétienne. Des femmes tendent des récipients pour chercher de l'eau, des enfants pleurent, un homme escalade un mur pour échapper aux flammes. Cette fresque montre l'influence croissante de Michel-Ange sur Raphaël. Les corps sont plus massifs, plus sculpturaux, les poses plus dynamiques, presque violentes. Certains critiques ont vu dans cette évolution une erreur, un abandon de la grâce naturelle qui caractérisait Raphaël au profit d'une force qui lui était étrangère. D'autres y ont vu au contraire la preuve de sa capacité à évoluer, à intégrer de nouvelles influences sans perdre son identité. La vérité est probablement que Raphaël, confronté à des sujets de plus en plus dramatiques, cherchait les moyens expressifs adaptés. La douceur de ses madones ne convenait pas pour représenter un incendie dévastateur. Il fallait trouver un autre langage, et Michel-Ange en offrait un, puissant et expressif. Parallèlement aux stands, Raphaël travaillait sur un autre projet monumental, les cartons pour les tapisseries de la chapelle Sixtine. Léon X avait commandé une série de 10 tapisseries destinées à décorer la partie basse des murs de la chapelle lors des grandes cérémonies. Les sujets représentaient la vie des apôtres Pierre et Paul. Raphaël devait concevoir les cartons, ces peintures grandeur nature qui serviraient de modèle aux tisserands flamands. C'était un défi technique considérable, car les tapisseries seraient inversées par rapport aux cartons, ce qui obligeait Raphaël à composer en miroir. 7 cartons ont survécu et sont aujourd'hui conservés au Victoria and Albert Museum de Londres. Ce sont des œuvres magistrales qui montrent Raphaël au sommet de son art narratif. Prenons un exemple, la pêche miraculeuse. Le Christ se tient debout dans la barque de Pierre, entouré de disciples. Il vient d'ordonner de jeter les filets, et les poissons arrivent en telle abondance que les filets menacent de se rompre. Pierre s'agenouille devant le Christ, reconnaissant sa divinité. La composition est d'une clarté magistrale. Raphaël crée plusieurs plans de profondeur. Au premier plan, la barque de Pierre avec le Christ et les disciples. Au second plan, une autre barque avec d'autres disciples qui tirent les filets. À l'arrière-plan, un paysage lacustre avec des collines et des oiseaux. Chaque figure est individualisée, chaque geste est expressif, chaque détail contribue à la narration. C'est du grand art, de la peinture d'histoire au sens le plus noble du terme. Mais ce qui est peut-être plus remarquable encore, c'est que Raphaël, tout en travaillant sur ses projets officiels pour le pape, continuait à accepter des commandes privées. Il peignait des portraits pour les cardinaux et des banquiers, des madones pour les familles nobles, des fresques pour les villas suburbaines. Comment trouvait-il le temps ? La réponse est qu'il dormait peu, qu'il travaillait avec une organisation militaire et qu'il déléguait de plus en plus. Mais il ne déléguait jamais les parties essentielles. Les visages dans les portraits, les carnations dans les madones, les compositions générales dans les fresques,
Tout cela restait de sa main. Il dessinait constamment, à la pierre noire, à la sanguine, à la plume, des centaines de feuilles qui circulaient dans son atelier et servaient de guide aux assistants. Les portraits de cette période romaine sont particulièrement remarquables. Le portrait de Baldassare Castiglione, peint vers 1514 ou 15, montre l'auteur du livre du courtisan, ce traité sur le comportement idéal du gentilhomme qui allait influencer toute l'Europe pendant des siècles. Raphaël et Castiglione étaient amis. Ils partageaient la même conception humaniste de la vie, le même idéal de grâce, de mesure, d'équilibre. Le portrait reflète cette affinité. Castiglione apparaît en buste, vêtu sobrement de noir avec une chemise blanche et une toque noire, sur un fond neutre. Pas de décor, pas d'attributs, rien qui distrait du visage. Et quel visage! Un regard direct, intelligent, bienveillant, une bouche ferme mais non sévère, une présence tranquille qui inspire confiance. C'est l'incarnation parfaite de l'idéal du courtisan, cultivé sans pédanterie, élégant sans ostentation, digne sans arrogance. Rubens copia ce portrait. Rembrandt le vit et s'en inspira pour ses propres autoportraits. C'est dire l'influence de cette œuvre. Le portrait du pape Léon X avec 2 cardinaux, peint vers 1518 ou 19, est d'une toute autre nature. C'est un portrait officiel, mais incroyablement révélateur. Le pape est assis à une table, examinant un manuscrit enluminé avec une loupe. À sa droite se tient le cardinal Giulio de Médicis, futur pape Clément VII, et à sa gauche, le cardinal Luigi de Rossi. La composition est pyramidale, stable, majestueuse. Mais ce qui frappe, c'est le réalisme psychologique. Léon X n'est pas idéalisé. Raphaël montre son embonpoint, ses mains grasses tenant la loupe, son regard myope, son air à la fois intelligent et sensuel. Le velours rouge de sa mosette est rendu avec une virtuosité technique stupéfiante. On sent presque la texture du tissu, le poids de l'étoffe. Les reflets sur la cloche dorée, sur le cuir du manuscrit, sur la sphère du siège, contribuent à créer une atmosphère de richesse matérielle. C'est un portrait d'une franchise presque brutale, qui ne cache rien de la nature humaine, trop humaine, du pontife. Raphaël peignait aussi pour lui-même, pour explorer des territoires nouveaux. La Fornarina, ce portrait d'une jeune femme à demi nue qui le regarde avec une intensité troublante, est probablement de cette époque. Selon la tradition, il s'agirait de Margherita Luti, la fille d'un boulanger du quartier du Trastevere, dont Raphaël serait tombé amoureux. La femme porte un turban oriental, des bijoux précieux, et son bras gauche est ceint d'un bracelet portant le nom du peintre. Sa poitrine est découverte, ses formes généreuses, son regard direct et presque provocateur. C'est une image de beauté charnelle, sensuelle, très éloignée de la spiritualité de ces madones. Certains y ont vu un portrait d'amante, d'autres une allégorie de l'amour terrestre. Quoi qu'il en soit, c'est une œuvre audacieuse qui montre que Raphaël, même au sommet de sa carrière officielle, gardait une liberté créative, une capacité à surprendre. La Villa Farnesina, résidence du banquier Agostino Chigi, l'homme le plus riche de Rome, fut un autre terrain d'expérimentation pour Raphaël. Chigi avait commandé la décoration de plusieurs salles de sa villa à différents artistes. Raphaël peignit en 1511 le triomphe de Galatée dans la Loggia de Galatée. C'est une scène mythologique tirée des Métamorphoses d'Ovide. La nymphe Galatée fuit sur un char tiré par des dauphins pour échapper au cyclope Polyphème qu'il aime. Raphaël crée une composition d'une vitalité extraordinaire. Galatée occupe le centre, debout dans sa conque marine, les voiles gonflés par le vent, tournant la tête en arrière avec un sourire énigmatique. Autour d'elle tourbillonnent des tritons, des néréides, des amours zélés qui volent dans le ciel en tirant des flèches.
Le mouvement est circulaire, centripète, attirant l'œil vers Galatée, qui reste le point fixe dans ce tourbillon aquatique. Cette fresque montre Raphaël s'aventurant dans le territoire de la mythologie païenne, avec la même aisance qu'il peignait les madones chrétiennes. Il n'y a aucune contradiction pour lui entre ces deux univers. L'humanisme de la Renaissance permettait, exigeait même, cette synthèse entre l'héritage classique et la foi chrétienne. Les dieux de l'Olympe n'étaient pas des rivaux du dieu chrétien, c'étaient des allégories, des symboles, des personnifications des forces naturelles et des passions humaines. Raphaël pouvait peindre Galatée le matin et une Madone l'après-midi sans éprouver le moindre conflit intérieur. Quelques années plus tard, entre 1517 et 1518, Raphaël décora une autre salle de la Villa Farnesina, la Loggia de Psyché, avec un cycle de fresques illustrant l'histoire d'amour et Psyché tirée de l'âne d'or d'Apulée. Cette fois, le travail fut largement délégué aux assistants, Giulio Romano en particulier, mais Raphaël conçut les compositions et peignit certaines parties clés. Le plafond s'ouvre comme une pergola à travers laquelle on voit le ciel, et dans ce ciel évoluent les dieux de l'Olympe célébrant le mariage d'Amour et Psyché. Vénus et Cupidon, Mars et Vénus, Jupiter et les autres dieux assistent au banquet nuptial dans un déchaînement de sensualité païenne. Les corps nus s'enlacent, les draperies volent, les amours virevoltent. C'est une orgie de formes, de couleurs, de mouvements qui célèbre la joie des sens avec une liberté qui aurait été impensable quelques décennies plus tôt. Mais cette liberté avait un prix. Rome était une ville dangereuse, traversée de tensions religieuses et politiques qui allaient bientôt exploser. En Allemagne, un moine augustin nommé Martin Luther avait publié en 1517 ses 95 thèses contre les indulgences, déclenchant ce qui allait devenir la Réforme protestante. Il dénonçait la corruption de l'Église, le luxe des papes, le détournement des fonds destinés aux pauvres pour construire des basiliques et payer des artistes. Léon X, plus diplomate que théologien, sous-estima d'abord le danger. Mais la crise religieuse allait bientôt déchirer l'Europe et mettre fin à l'optimisme humaniste de la Renaissance. Raphaël était-il conscient de ces tensions ? Probablement, mais elles ne transparaissent pas dans son art. Ses dernières œuvres, celles de 1518 à 1520, continuent à célébrer la beauté, l'harmonie, l'équilibre, comme si le monde n'était pas sur le point de basculer. La Transfiguration, sa dernière grande peinture, commencée en 1518 et inachevée à sa mort, montre cette confiance intacte dans le pouvoir de l'art à représenter le divin. Le tableau se divise en deux zones distinctes. En haut, sur le mont Tabor, le Christ transfiguré flotte dans une lumière éblouissante, entouré de Moïse et Élie, sous les yeux stupéfaits de Pierre, Jacques et Jean. En bas, dans l'ombre, les autres apôtres tentent vainement de guérir un enfant possédé par un démon. La famille de l'enfant les supplie, désespérée. C'est une composition dramatique, presque violente dans sa partie inférieure, sereine et lumineuse dans sa partie supérieure. Cette œuvre a fait couler beaucoup d'encre. Certains y ont vu une synthèse de toute l'évolution de Raphaël, d'autres un compromis malheureux entre la grâce et la force, entre son style naturel et l'influence de Michel-Ange. Vasari raconte que Raphaël a beaucoup travaillé sur cette peinture, la reprenant sans cesse, cherchant la solution parfaite. Était-ce un signe de doute, de fatigue, ou simplement l'exigence d'un artiste qui ne se satisfaisait jamais facilement? Nous ne le saurons jamais, car Raphaël mourut avant d'achever le tableau. Ses assistants, Giulio Romano en tête, le terminèrent selon ses indications. La mort de Raphaël, le 6 avril 1520, jour de ses 37 ans, fut un choc pour toute l'Italie. Vasari, qui écrivit sa biographie quelques décennies plus tard,
raconte qu'il mourut d'une fièvre après avoir passé une nuit amoureuse particulièrement intense et que, confus sur les causes de son mal, il fut mal soigné par les médecins. C'est une explication romantique, probablement apocryphale, mais elle révèle comment les contemporains voyaient Raphaël. Un homme qui brûlait sa vie par les deux bouts, consumé par sa passion créatrice et ses passions charnelles. Des recherches plus récentes suggèrent qu'il mourut peut-être d'une pneumonie ou d'une autre infection respiratoire aggravée par l'épuisement et les saignées excessives pratiquées par les médecins selon la médecine de l'époque. Quoi qu'il en soit, sa mort provoqua une émotion extraordinaire. Toute la cour papale, tous les artistes de Rome, tous ceux qui l'avaient connu se pressèrent à ses funérailles. Son corps fut exposé dans l'atelier avec la transfiguration inachevée placée au-dessus du catafalque, créant une scène d'une puissance émotionnelle intense. Le Christ transfiguré semblait bénir le peintre mort, comme pour témoigner que son art l'avait élevé vers le divin. Il fut enterré au Panthéon, cet ancien temple romain transformé en église, sous une épitaphe composée par son ami Pietro Bembo. Ici repose ce Raphaël par qui la nature craignit d'être vaincue de son vivant et de mourir à sa mort. Ces mots résument parfaitement ce que ses contemporains pensaient de lui. Un artiste qui avait égalé, peut-être même surpassé, la nature elle-même dans sa capacité à créer la beauté. Mais qui était vraiment Raphaël ? Derrière les chefs-d'œuvre, derrière la légende, quel homme se cachait ? Les témoignages sont rares et souvent contradictoires. Vasari le décrit comme un homme doux, courtois, généreux, aimé de tous, à l'opposé de Michel-Ange le solitaire colérique ou de Léonard le génie distant. Il raconte que Raphaël dirigeait son atelier avec une gentillesse qui inspirait le dévouement de ses assistants, qu'il aidait volontiers les jeunes artistes, qu'il ne gardait pas jalousement ses secrets de métier. C'était un homme mondain qui fréquentait les cours, les palais, les salons intellectuels, qui comptait parmi ses amis les plus grands humanistes de son temps. Il était élégant, raffiné, attentif à son apparence, conscient de son statut social. Mais cette image lisse cache peut-être une réalité plus complexe. Raphaël était aussi un homme d'affaires avisé, qui négociait fermement ses contrats, qui accumulait les commandes et les responsabilités, qui savait gérer son atelier comme une entreprise prospère. Il était ambitieux, désireux de gloire et de fortune. Ses relations avec Michel-Ange étaient tendues, marquées par une rivalité sourde que Michel-Ange, plus âgé et beaucoup plus ombrageux, entretenait volontiers. Michel-Ange accusait Raphaël de lui voler ses idées, de l'espionner pendant qu'il travaillait à la Sixtine, de profiter de la protection de Bramante pour obtenir les meilleures commandes. Ces accusations étaient-elles fondées ? Probablement pas entièrement, mais elles révèlent la tension qui existait entre les deux plus grands artistes de leur génération. Raphaël était-il aussi ce séducteur impénitent que la légende a fait de lui ? Il ne s'est jamais marié, bien que des fiançailles aient été arrangées avec Maria Bibbiena, nièce d'un cardinal influent. Cette Maria mourut avant le mariage, qui n'aurait peut-être jamais eu lieu de toute façon. Raphaël semble avoir préféré une vie amoureuse moins contraignante. L'histoire de la Fornarina, cette maîtresse qui l'aurait distrait de son travail et dont il ne pouvait se passer au point de l'installer dans les salles mêmes de la villa Farnesina pendant qu'il peignait, appartient peut-être plus à la mythologie qu'à l'histoire. Mais elle révèle comment les contemporains et la postérité ont voulu voir Raphaël, comme un homme qui vivait pleinement, qui ne séparait pas l'art de la vie, qui créait la beauté parce qu'il aimait la beauté sous toutes ses formes. Son atelier était devenu une véritable académie, où se formèrent certains des plus importants artistes de la génération suivante. Giulio Romano, son principal assistant, devint après sa mort l'un des fondateurs du maniérisme, ce style qui poussa jusqu'à l'extrême les principes de la Renaissance pour créer quelque chose de nouveau, d'étrange, de sophistiqué. Gianfrancesco Penni,
autre assistant fidèle, continua à diffuser le style de Raphaël à travers l'Italie. Perrine del Vaga porta les leçons de Raphaël à Gênes, puis à Rome. Giovanni da Udine se spécialisa dans les décors de grotesques, ces motifs fantaisistes inspirés des peintures antiques découvertes dans les ruines romaines. Chacun de ces artistes avait appris dans l'atelier de Raphaël non seulement des techniques, mais une conception de l'art, une vision du monde. Cette vision était fondamentalement optimiste. Raphaël croyait en la possibilité de représenter la beauté idéale sans perdre le contact avec la réalité humaine. Il croyait que l'art pouvait élever l'âme tout en charmant les sens. Il croyait en la synthèse entre la sagesse antique et la foi chrétienne, entre la raison et la révélation, entre le corps et l'esprit. C'était la vision de l'humanisme renaissant, dans sa forme la plus accomplie, la plus équilibrée. Après Raphaël, cette synthèse allait se fissurer. La réforme protestante et la contre-réforme catholique allaient durcir les positions, réintroduire la méfiance envers le corps et la beauté sensuelle, remettre en question la valeur de la culture païenne. Le sac de Rome en 1527, 7 ans seulement après la mort de Raphaël, marqua symboliquement la fin de cette renaissance optimiste. Les troupes impériales de Charles Quint, composées en grande partie de mercenaires luthériens, pillèrent la ville pendant des mois, tuant, violant, détruisant, profanant les églises et les palais. Les artistes fuirent, les ateliers fermèrent, les projets s'arrêtèrent. Rome mit des décennies à se remettre de ce traumatisme. Quand l'activité artistique reprit, ce fut dans un contexte très différent, marqué par le Concile de Trente et ses exigences de décorum, de clarté doctrinale, de sobriété. L'âge d'or était terminé. Mais l'héritage de Raphaël ne mourut pas. Ses œuvres continuèrent à être étudiées, copiées, admirées à travers les siècles. Les académies d'art qui se développèrent au XVIIe et XVIIIe siècle firent de lui le modèle absolu, l'artiste parfait dont il fallait imiter la manière. On enseignait aux jeunes peintres à composer comme Raphaël, à dessiner comme Raphaël, à créer cette harmonie qui était sa marque distinctive. Les stanzés du Vatican devinrent un lieu de pèlerinage obligé pour tout artiste en formation. Des générations de peintres recopièrent l'école d'Athènes ou la dispute du Saint-Sacrement, s'imprégnant de ses compositions magistrales. Cette canonisation eut aussi ses inconvénients. Raphaël devint une sorte d'icône figée, un symbole de perfection académique qui pouvait paraître froid, conventionnel, ennuyeux même. Au XIXe siècle, les romantiques se rebellèrent contre cette idolâtrie. Ils préféraient Michel-Ange, plus tourmenté, plus expressif, plus génial au sens romantique du terme. Les pré-raphaélites anglais rejetèrent explicitement Raphaël, lui reprochant d'avoir corrompu l'art avec son idéalisme, sa perfection technique, son élégance superficielle. Ils voulaient revenir à une pureté qu'ils croyaient trouver avant Raphaël, dans les primitifs italiens du Quattrocento. Ce rejet était injuste mais révélateur. Il montrait que Raphaël était devenu un enjeu dans les débats sur la nature même de l'art. Devait-il exprimer les émotions violentes ou créer l'harmonie ? Devait-il représenter la réalité brute ou l'idéal transcendant ? Devait-il chercher l'originalité à tout prix ou s'inscrire dans une tradition ? Raphaël incarnait une certaine réponse à ces questions. Une réponse qui privilégiait l'équilibre, la mesure, la synthèse. Cette réponse ne convenait plus aux romantiques qui valorisaient l'excès, la passion, la rupture. Mais elle avait sa propre validité, sa propre puissance. Le XXe siècle, avec ses avant-gardes qui rejetèrent toute la tradition académique, éloignait encore davantage Raphaël du centre de l'attention artistique. Comment s'intéresser à un peintre de Madone quand on inventait l'abstraction, le cubisme,
le surréalisme. Raphaël sembla alors appartenir à un passé définitivement révolu, à un monde où les artistes travaillaient pour les papes et les princes, peignaient des sujets religieux ou mythologiques selon des conventions établies, cherchaient la beauté idéale plutôt que l'expression personnelle. Son art paraissait trop parfait, trop lisse, trop sage pour une époque qui vénérait la transgression et l'innovation radicale. Pourtant, vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe, Raphaël commença à être redécouvert avec des yeux neufs. Les historiens de l'art, dépassant les vieux préjugés académiques et romantiques, se remirent à étudier ses œuvres pour elles-mêmes, sans les transformer en symboles idéologiques. Ils redécouvrirent la complexité de ses compositions, la subtilité de sa psychologie, l'intelligence de ses solutions narratives. Ils analysèrent ses dessins, ces centaines de feuilles où Raphaël cherchait, expérimentait, se trompait parfois, recommençait. Ces dessins révélaient un artiste moins lisse qu'on ne l'avait cru, un créateur qui devait lutter pour atteindre cette apparence de facilité. Les restaurations entreprises dans les dernières décennies ont aussi contribué à ce renouveau. En nettoyant les fresques des stanzes, en enlevant les couches de vernis oxydé des tableaux, on a redécouvert des couleurs éclatantes, des contrastes audacieux, une vitalité qu'on ne soupçonnait plus. L'école d'Athènes, longtemps assombrie par la crasse et la fumée des bougies, a retrouvé sa luminosité originale, ses bleus intenses, ses jaunes éclatants, ses roses délicats. La transfiguration, nettoyée et restaurée, a révélé des subtilités chromatiques qui avaient disparu sous les repeints et les restaurations maladroites des siècles passés. On comprend mieux aujourd'hui que la perfection de Raphaël n'était pas donnée, mais conquise, que son harmonie était le résultat d'un effort conscient, d'un choix esthétique et même éthique. Raphaël croyait que l'art devait civiliser, élever, harmoniser les contraires. Dans un monde déchiré par les guerres, les ambitions, les passions destructrices, il offrait des images d'équilibre, de sérénité, de beauté. Ce n'était pas une fuite de la réalité, mais une tentative de transformer la réalité, de montrer ce qu'elle pourrait être si les hommes laissaient parler leur part divine plutôt que leur part animale. Cette vision peut sembler naïve aujourd'hui, à une époque qui a connu des violences que la Renaissance n'aurait jamais imaginées. Mais elle garde sa validité en tant qu'aspiration, en tant qu'idéal. Les Madones de Raphaël continuent à toucher les spectateurs parce qu'elles représentent quelque chose d'universel. L'amour maternel, la tendresse, la protection de l'innocence. L'école d'Athènes continue à fasciner parce qu'elle célèbre quelque chose de fondamental. La quête humaine de la connaissance, le dialogue entre les générations et les cultures, la possibilité d'atteindre la vérité par la raison et la discussion. Ces thèmes ne sont pas dépassés. Ils sont peut-être plus nécessaires que jamais. La technique de Raphaël mérite aussi qu'on s'y arrête, car elle est indissociable de sa vision. Raphaël fut l'un des plus grands dessinateurs de l'histoire de l'art. Ses dessins, à la pierre noire, à la sanguine, à la plume, révèlent une maîtrise du trait, une capacité à suggérer le volume, le mouvement, l'expression, avec une économie de moyens stupéfiante. Quelques lignes suffisent à évoquer un corps, un visage, un drapé. Cette aisance n'est pas de la facilité, c'est le fruit d'une pratique incessante. Raphaël dessinait constamment, sur n'importe quel support, accumulant des études d'après nature, des variations sur un thème, des explorations de compositions alternatives. Sa technique picturale évoluait constamment. Dans ses premières œuvres péruginesques, il utilisait la tempéra sur bois, technique traditionnelle qui donnait des couleurs mates, des transitions douces. Puis, il adopta progressivement l'huile, qui permettait des effets plus variés, des glacis transparents, des empâtements plus riches. Dans les fresques, il maîtrisa rapidement la technique de la fresque vraie, le buon fresco,
où les pigments sont appliqués sur l'enduit encore humide et se lient chimiquement à lui en séchant. Cette technique est impitoyable, car elle ne permet aucune erreur, aucun repentir. Chaque journée de travail, chaque giornata, doit être planifiée précisément. Raphaël travaillait avec des cartons grandeur nature qu'il piquetait pour transférer le dessin sur le mur, puis il peignait rapidement, par zone, avant que l'enduit ne sèche. Mais sa plus grande innovation technique fut peut-être organisationnelle. Raphaël développa un système de division du travail dans son atelier qui lui permettait de mener de front plusieurs projets de grande envergure. Il concevait la composition générale, dessinait les cartons, peignait les parties les plus importantes, notamment les visages et les mains, puis déléguait l'exécution du reste à ses assistants selon leur spécialité. Giulio Romano excellait dans les figures puissantes et les scènes dramatiques. Giovanni da Udine était le spécialiste des grotesques et des guirlandes décoratives. Perrine del Vaga maîtrisait les drapés. Cette organisation permettait une productivité extraordinaire, mais elle posait aussi des problèmes d'attribution qui continuent à diviser les historiens de l'art. Quelle partie de telle fresque est vraiment de la main de Raphaël ? Jusqu'où va l'intervention des assistants ? Ces questions sont souvent insolubles. L'architecture de Raphaël, moins connue que sa peinture, mérite pourtant l'attention. Quand il fut nommé architecte en chef de Saint-Pierre en 1514, succédant à Bramante, il hérita d'un chantier colossal et problématique. Bramante avait conçu un plan centré, une croix grecque surmontée d'une coupole immense qui révolutionnait l'architecture religieuse. Mais ce plan posait des problèmes liturgiques. Où placer le maître-autel ? Comment organiser les processions ? Raphaël proposa de transformer le plan centré en plan longitudinal, une croix latine plus conforme aux traditions et aux besoins cultuels. Son projet ne fut jamais réalisé, car après sa mort, ses successeurs revinrent à différentes variantes du plan de Bramante, jusqu'à ce que Michel-Ange impose sa propre vision. Mais Raphaël construisit d'autres édifices, notamment la villa Madama sur les pentes du mont Mario, conçue pour le cardinal Giulio de Médicis. C'était un projet ambitieux, inspiré des descriptions des villas romaines antiques par Pline le Jeune. Raphaël imagina une série de cours, de jardins, de loggias, de salles décorées de stucs et de fresques, le tout s'intégrant harmonieusement dans le paysage vallonné. La villa ne fut jamais achevée, mais les parties construites, notamment la grande loggia décorée par Giovanni da Udine avec des grotesques somptueuses, montrent l'ambition du projet. Raphaël voulait créer un lieu où architecture, peinture, sculpture et jardin s'uniraient pour former une œuvre d'art totale, un paradis terrestre où la nature et la culture se rencontreraient. Il conçut aussi plusieurs palais pour des familles nobles romaines, dont le palais Branconio dell'Aquila, aujourd'hui détruit, qui était célèbre pour sa façade ornée de niches contenant des statues et de panneaux peints en grisaille imitant des reliefs antiques. Cette intégration de la sculpture et de la peinture dans l'architecture était caractéristique de la vision totale que Raphaël avait de l'art. Il ne concevait pas la peinture comme un art isolé, mais comme un élément d'un ensemble plus vaste, où tous les arts collaboraient pour créer une expérience esthétique complète. Son rôle de commissaire aux antiquités romaines est aussi révélateur de sa vision humaniste. Nommé par Léon X pour protéger les ruines antiques contre les destructions et les pillages, Raphaël prit cette tâche très au sérieux. Il entreprit de dresser un plan archéologique de la Rome antique, relevant les monuments encore visibles, étudiant les textes anciens pour localiser ce qui avait disparu. Dans une lettre célèbre adressée au pape, probablement rédigée avec l'aide de Baldassare Castiglione, Raphaël déplore les destructions dont il est témoin et appelle à la préservation de ce patrimoine unique. C'est l'un des premiers textes modernes sur la conservation du patrimoine culturel,
et il révèle que Raphaël avait conscience de sa responsabilité envers le passé et l'avenir. Cette conscience historique transparaît aussi dans ses peintures.